Bienvenue à tous. Bonjour à ceux qu'on connaît et bienvenue aussi à ceux qu'on ne connaît pas encore. Donc, on a voulu faire un webinaire à l'occasion de plusieurs choses, notamment la sortie de la V6 de VisionSoft et puis l'arrivée dans notre produit de la notion de vibe no coding. Donc, c'est un bien grand mot pour, en gros, exprimer la possibilité, avec un élan créatif, de pouvoir réaliser des applications et donc sans code. Donc, c'est vraiment un élan créatif sans être technique. Voilà. Donc voilà ce qui se cache derrière le mot vibe no coding. C'est pour mettre aussi en parallèle avec le vibe coding, qui est un mot un peu plus connu, voilà, qui consiste à exprimer un besoin et derrière à rédiger des lignes de code. Bon, bah, nous, on ne rédige pas des lignes de code, on ne génère pas des lignes de code, on va interpréter les lignes de code justement générées pour pouvoir créer des applications sans code. Voilà. Et vous allez voir aujourd'hui comment ça fonctionne. Donc voilà, Vision, c'est avant tout une plateforme no code, hein, donc, qui s'adresse à des gens métiers, donc plutôt qui ont une appétence informatique, mais qui ne sont pas forcément des spécialistes du code. Alors, en général, les personnes qui ont une appétence, on connaisse un petit peu les bases de données, le Visual Basic, les macros Excel, des choses comme ça. Bon, bah, c'est typiquement les profils qui vont adopter VisionSoft. Et puis après, bah, il y a de nouveaux profils aussi, voilà, que le no-code permet. Ça peut être soit des experts qui veulent aller plus vite avec du no-code, soit vraiment des personnes qui, voilà, au début, n'avaient pas forcément de connaissances ou voilà, de compétences particulières. Et ben, ils vont, grâce au no-code, arriver à créer des choses. Donc, soit avec la souris et le clavier, soit simplement en exprimant ce que l'on veut, soit à la voix, soit en tapant du texte. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va beaucoup travailler finalement autour de fichiers Word, hein, pour établir finalement son besoin, son cahier des charges. Donc, finalement, le prompt n'est autre qu'un cahier des charges quand on veut créer une application. Et tout ça, VisionSoft le permet dans un environnement sécurisé. Alors, quand on parle d'environnement sécurisé, ben, c'est un cloud avec des niveaux de sécurité qui répondent aux attentes des clients, mais ça peut aussi être on-premise. Et ça, c'est un des points forts de la solution. C'est qu'on va pouvoir, une fois qu'on a utilisé, généré avec les outils cloud ces applications, on va pouvoir intégrer les données métiers et le système d'information on-premise. Voilà, donc avec des notions de connecteurs qui vont vous permettre de faire transiter la donnée, éviter les ressaisies. Donc ça, c'est la partie environnement sécurisé. Et après, l'autonomie métier encadrée, bah, c'est ce qui plaît au service informatique, c'est de laisser un espace de travail au métier, donc pour pouvoir créer eux-mêmes, mais tout ça dans une plateforme finalement qui, elle, est sécurisée. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a évidemment un plan d'assurance sécurité associé qui est validé avec les clients systématiquement, notamment dans le cadre de grandes entreprises. Donc voilà ce qu'est VisionSoft. Donc pourquoi Vision? On revient sur le sujet no-code. Attention, no-code, on peut mettre plein de choses derrière. Là, c'est du no-code qui n'a pas vraiment de limite. On peut faire un peu ce que l'on veut, voilà, suivant sa progression sur la plateforme et les compétences acquises au fur et à mesure de l'utilisation. C'est un outil, hop, ici, donc avec un assistant IA qui est notre copilote à nous, notre propre copilote qu'on a développé. Donc, c'est un super agent finalement qui nous permet de créer des applications et souverain. Donc, encore une fois, développé en France, hébergé en France pour les entreprises françaises, mais on est aussi à l'international, donc finalement hébergé sur les clouds, voilà, peu importe finalement les fournisseurs, et aussi sur cette possibilité de l'installer on-premise. Donc, l'élan créatif, c'est quoi? Bah, c'est ce qu'on voit à l'écran. Je tape un texte, ça peut être plus ou moins précis. Au début, on a une idée de ce qu'on veut faire, mais on ne sait pas vraiment encore comment monter tout ça finalement, comment on va faire monter cette sauce. Donc, bah, nous, on guide un petit peu. Le copilote voilà, permet de faire plusieurs
réalisation, donc plusieurs générations finalement. Première chose, c'est générer des modèles de données. La deuxième chose, c'est générer des workflows, ce qu'on va voir aujourd'hui. Et la troisième chose, c'est générer des flux, donc des flux entre logiciels, donc notamment des flux API. Et ça, c'est très pratique, mais ça peut aussi permettre de faire des flux d'import, export, des choses comme ça. Donc, on a vraiment trois outils très puissants déjà qui permettent de créer des applications. Et donc, pour revenir à ce que je disais, on peut avoir une idée peu précise au début de ce qu'on veut, mais l'IA va permettre aussi de donner des idées sur, par exemple, la modélisation des données, quel modèle de données on a besoin. Ou à l'inverse, on peut lui fournir un fichier Excel avec, voilà, je travaille aujourd'hui avec mon fichier Excel, voilà les champs, propose-moi une application qui permettrait de remplacer ce fichier Excel. Et là, l'IA va être force de proposition. Bon. Dans l'idéal, on écrit un cahier des charges, un peu comme on faisait aujourd'hui. On n'a pas besoin de faire quelque chose de trop détaillé, mais on fait une bonne note de cadrage sur ce que l'on veut. Et ensuite, on donne à manger à notre copilote. Et c'est là où il va permettre de créer votre première base applicative. Évidemment, quelque chose qui sera ensuite modifiable sans code. Un des points importants, j'en ai parlé au début, c'est la partie modélisation de données. Donc, effectivement, ce sont des applications, à l'inverse de Power App, par exemple, des applications qui sont data-centriques. Donc là, on va vraiment avoir sa propre modélisation de données, comme si on avait une application, finalement. Et à partir de ça, on va construire les workflows qu'il y a autour. À l'inverse d'un Power App où on va être un petit peu, voilà, ça dépendra du fichier Excel qu'on nous aura donné, ça dépendra du connecteur qui sera disponible dans la suite Microsoft, etc. Ce qui n'est pas pareil, c'est plus IT-centrique, comme on pourrait l'appeler. Là, voilà, on est vraiment orienté sur les données. Et donc, on va pouvoir créer un peu toutes sortes d'applications métiers pour répondre à ces besoins. Donc, on va faire là, aujourd'hui, on va travailler sur le studio et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc là, je vous passe finalement, ça c'est les slides qui présentent ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vous les passe rapidement. Voilà, on va voir tout ça. Voilà, donc, on a parlé du copilote. Très bien, le copilote, ça permet d'accompagner, d'assister le développeur, mais derrière, avant tout, il y a un vrai outil de développement sans code. Donc, j'en parlais, donc un outil pour modéliser les données, un outil pour modéliser ses écrans, donc ces vues graphiques, les workflows. Donc, je veux réaliser une action avec des validations, des notifications, des envois d'emails. On va designer ça dans l'environnement workflow. On va vouloir gérer des documents. Donc là, typiquement, c'est un outil qui est très pratique pour ça. On va pouvoir associer des aptitudes documentaires aux données pour pouvoir stocker des documents, les versionner, les suivre dans le temps. On va pouvoir générer des rapports. Ça, c'est un outil très puissant et finalement très simple à utiliser. Plusieurs manières d'ailleurs de générer les rapports. Soit grâce à l'IA, qui va nous générer du code HTML et derrière, on va pouvoir éditer du PDF. Ou alors, on va pouvoir lui donner des templates que l'application derrière va remplir et exporter en PDF, par exemple, pour faire des rapports, des bons de commande, des bons d'intervention, des choses comme ça. La partie connecteur, qui est probablement un des points clés par rapport à d'autres solutions de design, hein, c'est vraiment aussi cette capacité à se connecter au système d'information. Donc là, on va pouvoir se connecter soit via des API, ce qui est le plus fréquent, soit via des imports et des transformations de fichiers. Bon, ce qui fonctionne bien aussi et qui est parfois obligatoire hein, quand on est face à des technos, on va dire, un peu anciennes. Et on va aussi pouvoir créer des agents IA. Alors, les agents IA, c'est ni plus ni moins que des workflows qui seront utilisés dans un chatbot. Voilà, donc on va pouvoir donner des actions, faire des analyses, des choses comme ça. On va les préparer et ensuite, on va pouvoir les appeler à la demande dans un chatbot. Voilà. Donc, c'est tout ça que peut faire finalement Vision Studio. Avant la présentation de Vibe No Coding que je vais vous faire, on a vraiment tout ça. Donc, on va voir aussi comment ça s'articule dans la solution. Donc, un petit teaser, hein, vous êtes les premiers à le savoir. Hein. Donc là, c'est une petite slide de nouveautés. Donc, on a parlé des workflows, des modèles, des flux
et bien maintenant, avec l'IA, on va être capable aussi de générer ces écrans automatiquement. Donc ça, c'est nos travaux de développement actuels. Donc là, vous avez de petits screenshots en avant-première et une petite vidéo qui va suivre. Donc voilà, je vais prompter, donc je vais exprimer mon besoin sous forme de cahier des charges, cette fois-ci plutôt orienté user experience. Et ben, l'application va aller piocher dans nos outils pour pouvoir après les mettre en forme automatiquement et brancher les données qui vont bien. Voilà, donc c'est ce qu'on voit ici. Donc ça sera probablement à disposition des clients. Alors je m'avance un peu, je ne sais pas s'il y a l'équipe technique qui est là, mais Q2, hein, on espère. Allez, une petite vidéo. Hop. Alors bon, ça va un petit peu vite, hein. Génère une page d'accueil avec des onglets accueil et équipement. La page d'accueil doit être un tableau de bord contenant des KPI, une liste de produits récemment ajoutés sous forme de tableau, ainsi qu'un graphique. Bon, c'est vraiment un prompt très, très basique, très large. On va voir ce qu'il nous donne. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que notre copilote, il nous explique ce qu'il va faire. Donc déjà, dès le début, on peut dire, OK, on va analyser ce qu'il nous répond et dire, OK, il a vu les choses comme ça, ça me va ou ça ne me va pas. Si ça ne me va pas, on peut corriger, évidemment. Donc là, il va d'abord analyser la demande. Ensuite, il va nous parler d'une chose que vous connaissez peut-être pas, c'est la notion de DSL. Donc c'est ce qui nous permet finalement d'interpréter le résultat de l'IA par rapport à nos outils à nous. Donc c'est là où on a mis notre intelligence, c'est faire communiquer finalement. Donc là, en l'occurrence, l'IA, c'est Claude, Anthropic. C'est le meilleur outil qu'on a identifié pour pouvoir générer du code. Claude Anthropic donc, génère du code par rapport à notre besoin. Et nous, on fait le matching de ce code-là avec notre outil no-code, avec ce qu'on appelle les DSL. Donc, on continue. Ensuite, il va identifier quels sont les smart models. Alors, chez nous, smart model, c'est un modèle d'objet. Bon, c'est un langage Vision Soft. Smart model, c'est une table de données. Donc, quelles sont les tables nécessaires? Là, il va nous dire la table produit pour les données des produits. Donc, il n'y a besoin que d'une table qui est déjà dans l'application, qu'on a déjà créée au préalable avec l'IA, ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc voilà, je crée une page d'accueil avec un tableau de bord qui reprend voilà, un menu, une en-tête, des KPI, des cartes de KPI, un graphique. Voilà. Donc là, il explique ce qu'il va faire et ensuite, il le génère. Voilà. Donc tout ça, c'est généré à la demande. Aujourd'hui, notre fonctionnement, ce que je vous montre aujourd'hui, il est un peu différent. C'est une fois que j'ai créé mes modèles de données, on va avoir des templates visuels et ces templates vont être remplis après par l'IA. Ça, c'est le fonctionnement de la V5 et de la V6 sur sa première version, enfin sur sa version de sortie. On aura probablement une 6.1, une 6.2 ou peut-être une V7. Ça dépend ce qu'on met dedans. Donc au deuxième trimestre. Voilà. Donc là, c'est une énorme évolution, en plus de celle qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc voilà, là, vous avez un écran dynamique qui est généré automatiquement. Donc tout ça, c'est dans l'objectif non seulement de gagner du temps, mais surtout de faciliter la prise en main de la solution par des personnes qui ne sont pas du tout techniques. Et donc, on en vient au produit maintenant. Il nous reste largement le temps de vous montrer tout ça. Les autres slides, ça va être pour patienter quand je vais lancer des générations. Donc, on parlait de copilote. Alors, on va venir ici. Je vais fermer tout ce qu'il y a sur la droite. Voilà, donc quand vous arrivez sur le studio Vision Soft, bon, vous pouvez d'abord travailler avec Copilot. C'est le plus rapide pour pouvoir avoir un premier résultat. Ou alors, vous pouvez aller commencer à travailler la doc, les vidéos, pour pouvoir bien comprendre comment ça fonctionne avant de vous lancer, par exemple, à la main. Je vais lancer Copilot. On retrouve les trois possibilités dont je vous parlais. Donc, une quatrième qui sera la création du X qui va arriver courant d'année. Et donc, on va d'abord commencer par créer une application.
Donc, créer une application, finalement, ici, on a quelques exemples qui sont déjà prédéfinis, que vous pouvez utiliser pour tester. Mais vraiment, l'idée, c'est de partir d'un cahier des charges. Alors, moi, je l'utilise beaucoup pour, par exemple, réceptionner un cahier des charges client et commencer à analyser le besoin en termes de modélisation de données, par exemple. Donc là, typiquement, on a un cahier des charges qui va exprimer le besoin de gérer des équipements de protection individuelle. Okay. Donc on en reparlera après, mais ce qui est très important, c'est le prompt. Donc, comment est-ce que je décris mon besoin? Donc là, ce qui est important déjà, c'est de contextualiser qui. Je vais zoomer un petit peu. Hop, pardon. Ici. Voilà. Qui a le besoin? Qui je suis finalement? Qui je suis? Quel est le besoin que j'ai? Donc là, on se pose vraiment côté métier. Donc là, on exprime son besoin. Voilà, tel secteur d'activité, il y a tant de temps d'employés. Bon, ça peut être utile, évidemment, pour gérer la complexité, par exemple, des workflows. Et donc là, je veux réaliser une application, web et ou mobile, permettant de gérer l'intégralité du cycle de vie des EPI au sein de l'entreprise, depuis l'achat jusqu'à la mise au rebut. On pourrait s'arrêter là. Mais si on veut faire des choses un peu précises, on a déjà discuté avec ses collègues, on sait où sont les données, bon, là, on peut aller plus loin. On peut définir déjà les modèles de données. Donc là, moi, je veux des références EPI. Donc, voilà, je vais pouvoir créer, modifier des fiches avec le nom, l'ID, l'identifiant, pour éventuellement éditer un QR code, la référence fournisseur. Voilà, je vais pouvoir les classifier par type. Là, on rentre vraiment dans un niveau de détail un peu supérieur. Et à partir de ça, donc voilà, on parle de la maintenance des équipements, la formation, la conformité au plan de prévention. Donc là, libre à vous, c'est là où l'élan créatif finalement rentre en jeu. Donc on va sélectionner finalement ce qu'on a écrit. Voilà, réaliser une application logicielle. Alors on peut même aller jusqu'en haut, hop, voilà, cahier des charges, application logicielle. Donc vous venez ici, et puis là, vous collez votre besoin. Voilà. Donc là, si c'est assez clair, ce qui est le cas ici, parce qu'on a travaillé au préalable, ça peut être beaucoup moins clair, mais si c'est assez clair, le logiciel il va être capable d'identifier et de générer un modèle de données. Alors, pour ceux qui ont participé au précédent webinaire, c'est déjà ce qu'on faisait donc il y a 3-4 mois, déjà 6 mois peut-être quand on a présenté l'outil. Donc là, effectivement, il y a énormément de choses qui vont être générées. Ce n'est pas juste 3 visuels, il y a tous les modèles, tous les champs, toutes les relations entre les champs qui vont être générés. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps. Bon, là, c'est assez rapide, ça prend moins d'1 minute. Vous voyez, on a généré vraiment toutes nos tables ici. Alors, je vais faire attention à ce que je ne me fasse pas de redondance avec, voilà, avec ce que j'avais déjà testé avant. Mais donc, si je zoome, ici, on retrouve nos tables. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de vision, le principe est toujours le même. On a des smart modèles avec des champs qui ont été générés automatiquement. Donc, vous voyez, par exemple, ici, les types de pays m'a créé une liste. Et donc, cette liste, je peux la retrouver après dans mes listes ici. Les risques aussi. Les durées de vie, il a bien vu que c'était du numérique. Donc voilà, il m'a généré vraiment toute ma base de données. Mes EPI, ici, la référence, le numéro de série, date de mise en service, etc. Voilà. Et si je veux, après, une fois que j'ai créé ma base, je peux venir la remplir. Alors déjà, je peux faire des modifications. Si, par exemple, ça ne me convient pas, si le modèle ne me convient pas, si j'identifie des erreurs, je peux les modifier en masse, ou si j'identifie des choses un peu plus ponctuelles, soit je les modifie à la main, je rajoute un champ, ou bien je demande à mon copilote de rajouter des champs. Voilà. Si on valide, ici,
l'outil va nous demander d'importer des jeux de données test pour l'application. Okay. Donc là, si on dit oui, on va maintenant remplir les tables. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre un contexte un petit peu sur ces informations pour que ça puisse bien parler finalement aux besoins de l'utilisateur. Donc là, si je suis dans un environnement, voilà, ici, un environnement à texte, par exemple. Voilà. Alors, comme il y a beaucoup de tables, je peux lui dire d'insérer que 5 lignes par table. Bon, par expérience, ce n'est pas forcément ça qui rallonge le temps, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc là, le temps qu'il remplisse, je vais revenir rapidement sur les slides, parce que là, on a vu deux choses importantes. Ici, c'est l'importance du modèle de données. Alors là, on va s'arrêter quelques minutes. Il y a deux manières d'aborder une application. Soit on a déjà ces référentiels de données et on se dit, avec ça, je veux arriver à tel résultat. Ou alors, on a un besoin plus opérationnel, le processus, et de ce processus, on va identifier les modèles de données dont on va avoir besoin. Donc, bon, VisionSoft fonctionne plutôt dans une première partie. Je crée des modèles, ensuite je fais mes workflows. Mais on peut très bien, grâce à l'IA, à Copilot, exprimer un besoin et le logiciel, et Copilot va identifier les modèles. Donc, de toute façon, grâce à Copilot, vous allez pouvoir démarrer dans l'un ou l'autre de ces axes. Okay. Donc, importance du modèle de données. Évidemment, c'est la colonne vertébrale. Il va nous permettre de générer aussi des premiers écrans, des écrans de gestion où on va avoir nos tables, on va pouvoir ajouter, supprimer, réaliser des actions sur les lignes. Ça, c'est les premières choses. Par contre, effectivement, l'IA, elle ne va pas concevoir pour vous ce que vous n'avez pas bien déterminé. Si vous n'avez pas de besoin particulier ou de besoin spécifique particulier, alors oui, l'IA pourra concevoir. Enfin, je laisse éventuellement Badr intervenir par rapport à ça, mais voilà. On peut soit lui demander de concevoir parce qu'on n'a pas vraiment d'idée, à ce moment-là, on va faire du POC, ou alors on va plutôt l'utiliser comme un interpréteur d'un besoin qui est bien détaillé. Voilà. Oui, donc, je ne sais pas si tu as un complément, dis-moi. Non, bah, vas-y. Hein, si tu penses qu'il faut intervenir, vas-y. Non, mais le modèle, c'est vraiment le fait de donner ce modèle de données et qu'il soit disponible et exprimé parce que c'est du no-code et exprimé de manière explicite, tout est compréhensible, tout est en français, enfin en anglais, enfin dans la langue que vous voulez. Ça, c'est très important. Ça fait que l'IA peut le comprendre, l'utiliser, et filtrer, enfin voilà, l'utiliser sans accéder aux données, mais peut travailler sur la compréhension de la structure de vos données. C'est vraiment comprend vos données, comprend vos tables, vos informations. Pas accès aux informations, mais elle les comprend. Donc c'est pas un bête tableur avec des données dedans, c'est parce que c'est non, l'IA comprend comment vos données structurées, multiniveaux, plein de niveaux, comprend comment les utiliser et les appeler. Donc cette modélisation qui est totalement naturelle, elle est super efficace en fait. Tout à fait. Donc, c'est là où on parle de solidité du modèle. Ce qui est intéressant, donc encore une fois, c'est qu'on génère, mais après, on peut modifier, faire évoluer. Si vous manque un champ, si voilà, vous dites il faut rajouter une date là, parce que c'est quand même plus précis pour être sûr de signer, je ne sais pas moi, la bonne commande. Voilà, il y a une date qui ne va pas, vous pouvez la rajouter et l'intégrer dans vos workflows. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a fait au tout début. Les jeux de données test. Donc, c'est là où on en vient à aussi des notions de sécurité. On est sur le cloud. Clairement, l'IA performante comme cloud, ce n'est disponible que dans le cloud. Donc, dans le cloud, on ne veut pas avoir ces données d'entreprise. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on ne met pas de données d'entreprise, on crée l'application sans les données de l'entreprise. Par contre, on va y mettre des données tests. Et l'IA permet de le faire de manière justement contextuelle. Ça, c'est très intéressant. Donc, ça permet de tester l'application aussi beaucoup plus vite. Et une fois que l'application est jugée robuste et fonctionnelle, à ce moment-là, on peut passer dans un environnement données client où là, il n'y a plus accès
finalement à l'outil au web, on va dire. On est on-premise. Si l'entreprise a ses propres outils d'IA, à ce moment-là, on peut mettre en place ce qu'on appelle des agents qui vont venir après traiter la donnée, travailler la donnée. Mais on n'est plus dans le cadre d'un copilote qui va vous aider à générer de l'application. Donc les données tests, ça sert à ça. On valide la compréhension, on vérifie les incohérences. Voilà. Donc on va revenir sur ici le copilote. Donc là, une fois qu'on a inséré les données, on va nous proposer de générer une application. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on part de templates. Donc on a des templates qu'on propose dans le cloud, ou alors vous les avez créés vous-même. C'est aussi dans le cloud, mais c'est vos propres templates. Donc là, on va utiliser un format type table. On va l'appeler gestion EPI. Il y en a peut-être déjà un qui s'appelle comme ça. On va voir. Donc là, l'idée, c'est de générer nos tables pour avoir un outil finalement de gestion de base de données pour démarrer finalement l'application. Donc voilà les écrans qui se génèrent. Alors là, il y en a pas mal, hein, puisqu'il y a beaucoup de tables. Donc c'est pour ça. Ici, vous voyez, hop, on a généré toutes nos tables et l'application est déjà disponible. Donc là, si j'ai un compte utilisateur, je peux l'utiliser. Je peux la tester au moins, puisqu'on est sur des données tests. Voilà. Donc là, on retrouve une page de garde, c'est des templates, hein, donc c'est très standard. On peut évidemment modifier ces templates avec ses propres couleurs, son logo. Si on ne veut pas de carte comme ça, si on veut afficher autre chose, tout ça c'est possible. Hein. Là, on a fait vraiment quelque chose qui soit hyper standard. On peut enlever ce texte, évidemment. Mais là, c'est pour les besoins des démos, c'est expliqué que voilà, l'application elle a été générée par Copilot. On retrouve nos tables avec nos données tests. Alors, ici, je l'avais déjà téléchargé, mais vous pouvez télécharger, donc c'est une web app, donc vous pouvez la télécharger et la voir ici directement dans une PWA plutôt que sur votre navigateur. Donc ça sera utile par exemple si vous travaillez sur des modes offline, ou sinon tout simplement pour l'avoir en grand écran aussi, c'est assez pratique. Je l'ai fermé du coup. Hop. Voilà. Donc, on réouvre. Et on va regarder ici, référence EPI. Donc, qu'est-ce que ça nous a fait? Bon, là, c'est du texte. Et ici, on est sur des listes. Donc, ça nous a créé des listes. Ici, on est sur des choix multiples. On peut mettre plusieurs valeurs dans un champ. Ici, on a mis des cases à cocher. Voilà, donc qui sont dynamiques, hein, évidemment. Voilà, donc là, c'est des choses un petit peu plus basiques. Voilà, attribution des EPI, hein, c'est ça qui est important dans l'application. Donc là, on retrouve les liens avec la table des employés. On va pouvoir retrouver ces employés. On va pouvoir retrouver la liste des EPI. Donc à chaque fois, j'ai 5 occurrences, hein, parce que j'ai demandé jusqu'à 5 occurrences. On a des dates, etc. Là, c'est très simple. On a généré. On a maintenant aussi la possibilité de rajouter des lignes dans sa base de données. Mais ça, on l'avait déjà vu. Maintenant, on va aller un peu plus loin avec Copilot et on veut, par exemple, générer un rapport. Alors, je suis en train de réfléchir à redondance entre mes modèles, mais normalement, ça devrait le faire. Ici, j'ai préparé un petit prompt pour créer un rapport. Donc, je veux un rapport en PDF qui me récapitule la remise des EPI. Voilà, avec nombre total d'attributions, donc voilà, mes informations. D'autres informations clés sur la date de remise, le collaborateur. Alors, là, c'est à l'usage. Hein. On s'est rendu compte qu'il fallait lui donner ça comme information en plus pour que ça fonctionne bien. Bon, là, c'est peut-être un peu la spécificité de la connaissance un peu du produit. Mais comme
il interprète du code pour générer des choses en no-code, il y a peut-être parfois des petites spécificités qu'on apprend à l'usage. Donc là, je vais faire un copier-coller. Enfin, qui doit disparaître, hein, pardon, c'est quelque chose que. Un petit détail qui a été vu récemment qui doit être rajouté pour ceux qui connaissent dans le master prompt, vraiment dans la couche complète d'appel de l'IA. Tout à fait. Les modèles IA, les modèles IA en fait évoluent aussi dans le temps, hein, donc on doit et donc leurs réponses évoluent dans le temps et donc à nous de les suivre, hein, et même de changer de modèle aussi régulièrement pour être certain des réponses et de valider les réponses qui sont faites. Voilà, tout à fait. Je laisse continuer, excuse-moi. Oui. Donc là, on avait créé une appli, maintenant on va créer un workflow. Donc là, pareil, hein, vous avez des types un peu génériques de workflow que vous pouvez générer directement. Donc là, je vais copier-coller, comme tout à l'heure, mon workflow. Donc là, je lui demande de créer un rapport avec mes EPI. Alors là, comme je vous ai montré au tout début sur la partie écran, il vous explique ce qu'il fait. Donc là, qu'est-ce qu'il va chercher? Alors déjà, il va analyser le besoin. Donc, il va rechercher toutes les attributions de pays, à qui j'ai donné quel équipement. Il va calculer des statistiques. Donc là, c'est lui qui a déterminé quelles statistiques étaient utiles. Bon, ça, effectivement, sur des données un peu génériques, c'est très utile. Enfin, l'IA est très forte là-dessus. Préparer les données pour un graphique d'évolution mensuelle. Bon, on va voir, voilà, périodiquement, comment ça évolue. Lister toutes les remises, générer un HTML. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'HTML, c'est du code et qui permet de faire pas mal de vues graphiques, qui est très bon en représentation graphique. Donc, il va nous créer un code HTML et puis ensuite, on va le sortir en PDF. Comme ça va nous faire un fichier comme si on l'avait finalement créé à la main. Okay. Alors, donc là, il continue de travailler. Alors là, ce qui s'est passé, donc là, c'est qu'il a créé le code, OK, done. Voilà, il explique ce qu'il a fait et ensuite, il teste, il corrige. Donc là, il sait qu'il a fait une petite erreur, pof, correction numéro 1, et là, il est en train d'écrire la modification. Voilà. Donc c'est là où, si on s'est un peu trompé, si on est allé, voilà, ou si le prompt n'est pas bien rédigé, porte à confusion, c'est là où il peut rentrer dans une boucle de correction qui peut être un peu longue, un peu infinie. Mais là, a priori, on est bon. De ce que j'ai compris. Donc, ça s'affiche. Donc là, on a créé notre workflow. Ici, hop. Comment il l'a appelé? Pays Distribution Report. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Donc là, il a créé notre workflow. Donc voilà comment ça se représente un workflow chez nous. Donc c'est une succession de tâches qui sont donc très développées. Donc ça, normalement, c'est des fonctions qu'on code à la main, on va chercher des références, etc. Donc voilà, c'est des blocs qu'on va paramétrer. Donc là, voilà, il y a une première tâche où on va faire une recherche sur les attributions de pays. Ensuite, on va rentrer dans une tâche qui est JavaScript. Ça, c'est plus récent. C'est une tâche qui permet d'utiliser du code JavaScript. Évidemment, à aucun moment, on est allé le taper, ce code. Hein. C'est l'IA qui l'a rédigé. Donc là, il n'y a pas besoin d'être compétent là-dedans. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes compétent là-dedans, vous pouvez encore aller encore plus loin. Donc voilà. Donc là, la tâche JavaScript me permet de faire un rapport de données. La deuxième tâche JavaScript me permet de créer du contenu HTML. Ensuite, j'ai une tâche qui va me permettre de créer un fichier au format HTML. Ensuite, de convertir ce fichier en PDF. Ici, on voit qu'il va me l'ouvrir. Toc, toc, toc. Et ensuite, de terminer le workflow et sauvegarder ce qui a été fait. Donc, sauvegarder, ça veut dire dès qu'il y a des modifications de données, des créations de documents, on sauvegarde tout.
Donc là, ce qui est intéressant, c'est que donc, dans notre outil studio, on a un debugger, entre guillemets, donc c'est voilà, un outil de test. Ben là, j'ai lancé donc, la création de rapport. Ben, tout de suite, il va chercher les données, il me génère mon rapport en PDF. Et on va voir ce que ça donne. Hop, ici. Voilà. Voilà. Donc, j'ai 6 attributions, j'ai 5 pays différents, 5 collaborateurs, j'en ai que 83% qui ont été signés, évolution mensuelle des attributions. Voilà. Donc là, ce rapport, vous voyez, à aucun moment, c'est vraiment juste en promptant mon besoin, qui n'était pas forcément très, très poussé. Voilà ce qui est capable de sortir l'IA. Après, on peut lui dire, attends, moi, je ne veux pas un graphique en ligne, je veux un graphique en histogramme. Donc, bah, à ce moment-là, on va revenir ici. Hop, hop. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a créé son workflow, on va pouvoir créer des nouvelles versions. Donc, celle-là, c'est celle qui va être publiée. Et puis, je vais créer une nouvelle version de mon workflow, ici. Et puis là, je vais tester autre chose. Je vais revenir dans mon copilote, je retrouve tout ce qui a été fait en historique. Et là, je vais lui dire, je préfère avoir un graphique en histogramme. C'est ça, bar chart, ouais. Voilà. Et des couleurs plus sur le vert. Donc là, il va du coup modifier le. Bon, quand on connaît un petit peu maintenant, bah, ça va être le contenu HTML, là, hein. Un graphique, un histogramme. Et les couleurs, ça va être modifié dans cette tâche. Donc là, l'IA est en train de travailler pour modifier cette tâche. Je voudrais faire un petit aparté, si tu permets, Enguerrand, sur la tâche JavaScript. C'est une nouvelle tâche, hein, c'est un nouvel élément assez puissant dans la V6 qui permet de faire du low-code. Alors, tu l'as dit, je reprécise, hein, tu l'as dit, mais j'insiste dessus. On n'est pas obligé de coder du tout. On n'est pas obligé de lire le code non plus. D'ailleurs, on a des utilisateurs qui l'utilisent sans coder, sans lire le code, sans le comprendre le code. Il n'y a pas de nécessité. Ça peut être puissant pour ceux qui veulent. Et pour certains informaticiens, c'est très pratique. On peut mettre des choses très complexes ici. Mais ça reste dans un environnement très sécurisé. C'est un environnement très contraint. Il n'a accès à rien, en fait. Il n'a accès que ce à quoi on lui donne accès. Donc, on va lui donner des entrées et il va avoir accès à ça. Donc, c'est un environnement, voilà, il peut pas y avoir de code malveillant, il ne peut rien avoir là-dedans. C'est un petit code fonctionnel qui travaille sur les objets de la base de données. C'est un point clé. Et en plus, et on le voit ici à l'écran, il a lui-même un copilote qui vraiment travaille dans un tout petit environnement, qui va dire j'ai accès à ça et qui va permettre d'itérer sur des fonctionnalités vraiment très très unitaires et dans le détail. Et c'est peut-être un point aussi qui revient de manière globale sur les applications, c'est-à-dire que en promptant dès le départ un cahier des charges infini, bah, ça ne marche pas, donc il faut prompter de manière itérative et morceau par morceau aussi des fois expliquer, puis on revient dessus, on rajoute des choses. Et c'est ce que ça permet ici aussi, de pouvoir appeler le copilote à des endroits très très précis et sans toucher le reste. Et donc de faire des applications, y compris complexes et efficaces. Tout à fait. Dans les 5 minutes qui restent, on va aller associer maintenant ces workflows à notre première génération d'applications. Alors d'abord, on va regarder le résultat de la modif. Donc là, il me régénère un PDF. Donc vous voyez là, c'est complètement live, hein. On est parti de zéro, on a généré, on a retesté. C'est un peu sans filet. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc on est plus sur du vert et on est plus sur vert, c'est très très vert, oui. Bon, mais je pense qu'on peut prompter pour être meilleur en UX. Bon, voilà. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant les possibilités donc de Claude, hein. C'est Claude Anthropique qu'on utilise là derrière. Et la surcouche vision quand même. Et la surcouche vision, évidemment, tous les développements qu'on a fait autour pour que ça fonctionne comme ça. Alors, on va revenir sur notre appli. Ici, hop. Voilà.
Bon, évidemment, je pense qu'il y a plein d'écrans qui ne sont pas utiles là, puisque bon, on veut se concentrer sur les EPI. Il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles à gérer, mais voilà, on va faire quelques petites modifs. Donc, on va enlever ce texte. On va rajouter un bouton ici, hop, qu'on va appeler rapport EPI. On va lui mettre une icône. Donc, je sais pas, voilà, avec un petit fichier. Voilà. Donc, bon, je vous passe les détails de la partie design, mais voilà, il y a quelques. Voilà, vous pouvez modifier votre design de boutons, évidemment, modifier les ombres, voilà, modifier les polices, les couleurs, etc. Et donc, ce qui est important ici, c'est le comportement du bouton. Qu'est-ce qu'on va mettre derrière le bouton? Ici, on va lui mettre une action qui s'appelle, alors de mémoire, donc c'est un workflow qu'on a généré avec Copilot. Et ce workflow, il s'appelle distribution EPI de mémoire. Voilà. Donc voilà, ça n'est que du paramétrage. Je clique, je lance le workflow tout à l'heure. Donc maintenant, si je publie, voilà, que je reviens ici, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, si je rafraîchis ma page, je suis l'utilisateur final, il y a eu cette modification, maintenant je rafraîchis ma page, eh bien, je vais cette fois-ci avoir le bouton de rapport EPI, ici, qui est disponible. Et si je clique dessus, il va me régénérer mon rapport vert, du coup. Mais si j'aime pas, je peux revenir sur l'ancienne version aussi. C'est ça un des gros points forts, hein, c'est la gestion des versions. Si ça ne me convient pas, ici, pof, je reviens sur... je ne sais pas quelle est la version du coup. Ah voilà, c'est celle-là qui est publiée. Donc, hop. Voilà. Donc, je me suis perdu entre les deux. Je ne sais plus laquelle fait quoi. Mais comme on n'a pas trop de temps, je ne vais pas insister là-dessus. Et donc, on a récupéré donc, un troisième rapport. Normalement, il n'est pas vert. Voilà. Normalement, il n'est pas vert puisque le rapport vert n'a pas été publié. En fait, je l'ai testé juste, mais je ne l'ai pas publié. Voilà. Donc maintenant, si je veux, je peux publier mon rapport vert, mais vous avez compris le principe. Ça se joue dans les versions ici des différents workflows. Donc voilà, on est arrivé au bout, moi aussi. J'ai présenté les aspects innovation du produit qui sont arrivés là, ces derniers temps. Il y a énormément de choses à voir sur le produit. Évidemment, on n'a pas le temps de faire tout ça en une petite heure. Mais voilà, en gros, les nouveautés et ce que permet de faire le Vibe no-code avec Copilot VisionSoft. Peut-être passer, enfin, il y a encore, effectivement, il a dit plein de choses à montrer, hein, mais bon, on n'a pas le temps. La génération de workflow avec l'interaction utilisateur, voilà, signature électronique, QR code, caméra, enfin voilà, plein d'étapes que l'IA, qu'on a appris à notre IA à utiliser. Mais ça peut être l'occasion de prochaines ou de présentation ou d'essai. Puis après, à chacun aussi de prompter son workflow et d'obtenir des résultats. Hein, ça marche très bien.